Rentrée. Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à cette 9e conférence des séries de conférences de l'ETS. Aujourd'hui, nous allons traiter des menaces globales et ce matin, plus spécifiquement, des changements climatiques. Et cet après-midi, je vous invite à vous joindre à nous parce que nous parlerons aussi des pandémies mondiales. Alors, messieurs Gérard Bouchard et messieurs Paquin qui nous ont fait cette belle programmation, sont les responsables de ce programme, leadership et responsabilité citoyenne. Alors, sans plus tarder, bienvenue à tous et je laisse la parole à M. Bouchard pour présenter notre premier invité. Merci, Anan. Je voudrais d'abord saluer et dire la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui sont avec nous, les gens de l'école ou les gens du grand public. Et finalement, je suis content de présenter M. Pinault, notamment parce que le problème de l'environnement, évidemment, préoccupe tous les citoyens et toutes les citoyennes. Alors, M. Pinault, vous êtes professeur au HEC, est-ce que vous êtes directeur du département des sciences de la décision? Non, c'est... Vous n'êtes pas encore directeur? Non, pas encore directeur. Oui. Mais cependant, vous êtes titulaire de la chaire de gestion des sciences de l'énergie. Vous êtes un spécialiste des politiques énergétiques. Vous vous occupez, je devrais peut-être dire, vous vous préoccupez du développement durable et des changements climatiques. Vous nous en direz peut-être un mot tout à l'heure. Oui. Vous être chercheur au centre Cyrano. Ça doit occuper bien vos journées, tout ça. Vous travaillez présentement, entre autres, sur l'impact environnemental des échanges d'électricité et sur la modélisation des marchés d'électricité, c'est ça? Oui, tout à fait. Bien. Je signale que vous avez commencé votre parcours avec une maîtrise en philo. Et la suite, vous considérez que c'est une dégradation ou une promotion? Une continuité plus appliquée. En tout cas, vous avez un début très noble. Je vous en félicite, d'autant plus que vous êtes présentement lié à un groupe de recherche sur l'éthique, l'éthique environnementale et animale, c'est ça? Bon. Oui. Alors, finalement, tout cela vous donne un profil assez remarquable dont nous allons maintenant tirer profit. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Bouchard. C'est très apprécié comme introduction. Je vais partager mon écran parce que j'ai une présentation à partager avec tout le monde, qui pourra d'ailleurs être disponible pour ceux qui la veulent par la suite. Donc, j'ai parlé essentiellement du Québec et de nos atouts, mais de nos atouts qu'on a au Québec pour la lutte contre les changements climatiques, mais aussi de nos raisons, des raisons qu'il y a pour être radical dans notre approche, parce que malheureusement, on a un grand chemin à faire ensemble. Donc, je vais parler une vingtaine de minutes. Je vais d'abord commencer par une introduction très brève sur l'effet de serre et la cause des changements climatiques, l'énergie, les gaz à effet de serre en font. Ce sont vraiment liés à cela. On va après parler de la position enviable du Québec. Donc là, il y aura plusieurs éléments très positifs pour nous réjouir. Et on va terminer avec quelques secteurs sur lesquels il est en fait nécessaire de changer radicalement de trajectoire parce qu'on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. Donc, sans m'attarder trop là-dessus, il faut remercier la nature là, pour les gaz à effet de serre qui nous permettent de vivre sur Terre. On sait que sans les gaz à effet de serre, eh bien, la température moyenne sur Terre serait autour de moins 18 degrés, ce qui serait évidemment invivable. Donc, grâce au soleil externe, donc une ressource extraterrestre, on a énormément d'énergie qui nous arrive sur Terre, qui réchauffe la planète et qui permet la vie sur la planète. Donc, il faut remercier les gaz à effet de serre, mais le problème, c'est évidemment que depuis la révolution industrielle, les humains ont brûlé énormément de charbon, de pétrole et de gaz naturel. Donc, vous voyez ici sur un axe là, de 1800 à 2018, la consommation humaine de différentes sources d'énergie. Donc, au début du 19e siècle, autour de 1800, c'est la biomasse qu'on voit qui dominait la consommation énergétique mondiale. Le charbon était à peine visible. Après 1850, on voit la consommation de charbon qui commence à décoller. Autour de 1900, la consommation de charbon en termes de quantité d'énergie consommée dépasse la biomasse.
Et donc là, le charbon domine pendant la première moitié du XXe siècle. On brûle beaucoup de charbon, de plus en plus de charbon. Le pétrole arrive après les années 50 et dépasse le charbon en termes de quantité totale d'énergie. Le gaz naturel ne dépasse jamais le charbon et le pétrole, mais croît aussi à une vitesse fulgurante à partir de aussi la deuxième moitié du XXe siècle. Et évidemment, quand on brûle des hydrocarbures, quand on brûle du pétrole, du charbon, du gaz naturel, on émet du CO2 parce que la combustion de ces hydrocarbures avec l'oxygène fait en sorte que le carbone qui est contenu dans ces hydrocarbures se retrouve dans l'atmosphère et vient contribuer aux gaz à effet de serre et amplifier l'effet de serre sur Terre qui maintient la chaleur du rayonnement lumineux sur Terre. Donc, c'est un phénomène très bien connu, qui est très bien documenté. Évidemment, il y a encore à l'occasion des sceptiques qui disent que ce n'est pas ça, mais la corrélation, le phénomène des gaz à effet de serre, l'effet de serre sur Terre est indubitable. La consommation et l'augmentation des concentrations de différents gaz à effet de serre, le CO2 en premier lieu, mais le méthane et le protoxyde d'azote est aussi indéniable. Donc, on a une forte augmentation de ces concentrations de gaz qui font en sorte que l'effet de serre s'amplifie et le réchauffement climatique est en bonne voie. Ce sont les gaz à effet de serre qui sont problématiques. J'ai mentionné que c'était essentiellement causé par l'énergie. Et là, vous voyez dans ce graphique des gaz à effet de serre mondiaux, la part de l'énergie est extrêmement importante. C'est toute la partie orangée que vous voyez sur le dessus qui est essentiellement liée au CO2. Eh bien, c'est ça qui émet le plus de gaz à effet de serre. Et je mettrai un peu d'emphase, sans aller dans tous les détails, sur le fait qu'à l'échelle mondiale, c'est l'électricité, vous voyez, qui est la principale source de CO2 sur Terre. L'électricité est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre sur Terre, essentiellement du CO2. Pourquoi? C'est très clair, parce que l'électricité, c'est la forme d'énergie la plus utile pour les sociétés modernes. On pense souvent que le pétrole est central, et évidemment, le pétrole est très important dans l'équilibre géopolitique et dans nos transports, mais la société moderne dans laquelle nous vivons se caractérise avant tout par une forte consommation d'électricité. C'est la forme d'énergie qui est la plus en croissance à l'échelle mondiale ces 50 dernières années. L'électricité gagne des parts de marché à chaque année parce que c'est évidemment bien plus utile que le pétrole, que le gaz naturel. L'enjeu cependant de l'électricité, c'est que pour produire l'électricité, si on n'a pas la chance, comme au Québec, d'avoir des barrages hydroélectriques, eh bien, à l'échelle mondiale, on brûle du charbon, du gaz naturel, et c'est ça qui est derrière les émissions de CO2. Toutes les sociétés ont besoin d'électricité quand elles n'ont pas de meilleure source, comme nous avons au Québec, eh bien, elles utilisent du charbon et du gaz naturel, et c'est ce qui cause la grande partie des gaz à effet de serre liés à l'électricité. Il y a d'autres sources de gaz à effet de serre, à part la consommation d'énergie, des procédés industriels, l'agriculture, comme vous le voyez, est assez importante. Là, 12% des émissions de gaz à effet de serre, essentiellement du méthane et du protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, c'est le N2O qui vient de l'azote des engrais chimiques que nous mettons pour avoir des grandes cultures de céréales qui vont en grande partie nourrir des animaux que nous aimons manger par la suite, mais cette transformation de la céréale à l'animal, à notre assiette, cause énormément de gaz à effet de serre, plus de 10%. La déforestation et les déchets, là, vous le voyez, sont aussi des causes importantes de gaz à effet de serre. Donc, l'énergie est importante. Il va falloir faire une transition énergétique, mais évidemment, c'est loin d'être la solution à tout, puisqu'il faut arriver à zéro émission en 2050. Et donc, il va falloir éliminer les émissions aussi en agriculture et aussi dans le secteur des déchets. C'est un programme, tout un programme devant nous. Au Québec, eh bien, essentiellement, depuis 30 ans, on a fait du surplace. On était à un peu moins, environ 85 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre en 1990, et nous sommes aujourd'hui en 2019 et en 2020, à peu près au même niveau, à 84 millions de tonnes. Donc, essentiellement, on n'a pas fait de progrès globaux, même si on ne cesse de nous dire que le Québec est un leader dans la lutte contre le changement climatique. Il n'y a rien qui se passe vraiment. Il y a des secteurs qui sont en décroissance, et là,
eh bien, c'est intéressant de le souligner qu'on sait réduire des émissions de gaz à effet de serre, par exemple dans le secteur résidentiel que vous voyez ici en bas à gauche. Le raffinage, il y a aussi au Québec, c'est un déclin des émissions, mais c'est essentiellement parce qu'on a fermé une raffinerie et qu'on a importé des produits raffinés d'ailleurs. L'industrie lourde et l'industrie manufacturière ont réduit leurs émissions. Et ça, c'est important de le souligner parce que l'industrie a fait une part des réductions. Par contre, là où le bas blesse, c'est dans le transport. Comme vous le voyez, transport des passagers, plus 28%, transport des marchandises, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 149%, pardon, depuis 1990. Et donc, en transport, il y a une dérive totale par rapport à la direction que nous devrions suivre et celle que nous prenons. Et dans les bâtiments commerciaux institutionnels, le gaz naturel a pris une part plus importante, ce qui explique aussi pourquoi on a une augmentation des émissions dans le secteur commercial institutionnel de 45%. Et en agriculture, c'est en augmentation. Dans les déchets, c'est largement stable. Mais tout ça pour dire que nous avons beaucoup de choses à faire au Québec. Mais malgré tout ça, nous sommes dans une position très enviable. Pourquoi est-ce que nous sommes dans une position enviable? Parce que quand on regarde notre bilan énergétique, et là, ce que vous voyez, c'est un diagramme qu'on appelle un diagramme Sankey que nous faisons chaque année dans l'état de l'énergie au Québec. Et je vous invite à télécharger l'état de l'énergie au Québec 2022, où vous retrouverez ce graphique et bien d'autres informations. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que nous avons au Québec environ 55% de l'énergie que nous consommons, ce sont des sources locales et renouvelables. Donc, vous voyez hydroélectricité, énergie éolienne, biomasse. Eh bien, c'est les trois principales sources de production d'énergie québécoise. Ce sont des sources renouvelables et nous avons donc un bilan extrêmement enviable. À l'échelle internationale, à peu près aucun pays ne se trouve dans une situation où ils ont autant d'énergie renouvelable locale dans leur mix énergétique. On pourrait penser seulement à l'Islande et à la Norvège, des pays qui sont un peu comme nous, des pays développés comme nous, parce que évidemment, si vous allez à Haïti, vous allez avoir un bilan énergétique qui est essentiellement renouvelable, mais avec une telle faible consommation d'énergie que c'est malheureusement c'est plus lié au fait qu'ils vivent dans une extrême pauvreté qu'ils ont un système énergétique durable. Et en fait, leur source principale d'énergie, la biomasse à Haïti, et on ne peut pas dire qu'elle est renouvelable parce qu'on a énormément de déforestation là-bas. Donc, on a très, très positif en ce qui concerne nos sources locales d'approvisionnement. Évidemment, le pétrole est très dominant. Il est entièrement importé. Et on se fait même un point d'honneur au Québec à importer notre pétrole puisqu'on se refuse mordicus d'avoir une production locale. Même chose pour le gaz naturel importé. Le charbon aussi, on en consomme un petit peu. Et là, je souligne l'hydrogène. On parle beaucoup d'hydrogène ces temps-ci. On en produit au Québec essentiellement pour le raffinage de produits pétroliers. Et vous voyez, ça vient essentiellement du gaz naturel et du pétrole. Aujourd'hui, l'hydrogène qu'on produit, c'est marginal. L'hydrogène est voué à jouer un rôle marginal dans la transition énergétique. Et évidemment, il faudra faire de l'hydrogène vert, donc pas de l'hydrogène qui vient du gaz naturel ou de produits pétroliers. Parce que si on veut utiliser l'hydrogène de manière durable, il va falloir que ça vienne d'autres sources d'énergie renouvelable, notamment l'électricité. Donc, le Québec, extrêmement enviable en termes de sources renouvelables. Notre électricité, c'est notre grande fierté. On a une grosse production d'électricité. Vous voyez, l'hydroélectricité en 2020, on avait plus de 200 TWh de production, un réseau qui couvre une grande partie du Québec. Donc, c'est extraordinaire d'avoir un tel réseau qui est évidemment lié à des infrastructures dans le nord québécois, à la baie James, un endroit où très peu d'entre nous allons. Donc, c'est à plus de 1000 km de Montréal. Donc, on a aussi des sources d'approvisionnement dans le Labrador. Donc, ça, ce sont nos importations électriques du Labrador. Là, ce que vous voyez ici, là, le presque 30 TWh, c'est un contrat québécois qui va durer jusqu'en 2041. Qui va nous amener de l'électricité à très bon marché. Et en fait, cette électricité qu'on importe du Labrador, grosso modo, on peut dire qu'on l'exporte chez nos voisins au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Angleterre, à New York, qui sont bien contents d'acheter de l'électricité au Québec à meilleur coût et sans émissions de gaz à effet de serre. C'est un immense atout qu'on a, simplement pour résumer notre position québécoise ici dans la région du nord-est américain.
On est des gros producteurs d'électricité. Vous voyez, là, ici, en 2019, c'était un peu moins qu'en 2020, donc 191 TWh. Mais si vous comparez à la production de New York seulement, New York, ils sont près de 20 millions d'habitants. Nous, au Québec, on est 8,5 millions d'habitants. New York ne produit que 132 TWh. Nous, on en produit 191 TWh. Et le contenu de gaz à effet de serre, le contenu carbone de chaque kilowattheure, il est de moins de 1 gramme au Québec, alors qu'à New York, il est de 186 grammes par kilowattheure. Évidemment, New York a aussi l'ambition de décarboner son économie et sa production d'électricité. Donc, vous voyez, avec une faible production comparée à la nôtre, il y a évidemment des possibilités économiques évidemment d'échange. Et évidemment, en plus, notre coût de production au Québec est bien inférieur au coût de production à New York. Donc, tout économiste se dirait il y a des opportunités d'échange, d'optimisation et qui sont possibles. Et en tout cas, dans tous les cas, c'est un atout pour nous. Qu'on échange ou pas, on est dans une position extrêmement enviable au Québec pour cette raison-là. Et grâce à notre hydroélectricité, eh bien, nos émissions de gaz à effet de serre par personne, si on les compare au Canada, eh bien, on est les plus petits émetteurs par habitant au niveau canadien. Là, vous voyez le Québec ici avec 9,8 tonnes par habitant. On est plus petit, on est des plus petits émetteurs que tous les autres. Évidemment, ça, c'est les émissions en sol québécois. On peut s'amuser à ajouter les importations de biens et services parce que ça représenterait mieux nos émissions. Mais même en ajoutant ce qu'on importe à travers notre consommation, on resterait à l'échelle canadienne des petits émetteurs. Mais évidemment, à l'échelle mondiale, on reste des émetteurs au-dessus de la moyenne mondiale parce que le monde étant malheureusement plus pauvres en moyenne que le Québec, eh bien, ils émettent moins de gaz à effet de serre. Mais comparé à l'Amérique du Nord, nous sommes en bonne position. Alors, où et pourquoi être radical? Encore quelques diapositives. Pourquoi? Parce que la première raison d'être radical dans nos actions, c'est que nous avons l'objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et là, le Québec a toujours eu des bons objectifs. Quant à moi, en 2020, nous aurions dû réduire de 20% nos émissions. Donc là, vous voyez les émissions de gaz à effet de serre, comme je disais, qui sont à peu près stables depuis 30 ans. On aurait dû arriver à 69 millions de tonnes en 2020. On n'y sera pas. On devrait être à 54 millions de tonnes en 2030. Eh bien, on n'est pas dans cette trajectoire-là. Et pour 2050, on vise la carboneutralité. Donc, nous ne sommes pas du tout sur les trajectoires qui nous permettraient d'atteindre nos cibles. Donc, il faut changer le cours des choses et il faut le faire vite et rapidement et de façon radicale parce que les petits efforts marginaux que nous avons tenté de faire ces dernières années n'ont rien donné. Une des raisons pour lesquelles on émet beaucoup de gaz à effet de serre, c'est que nous sommes des gros consommateurs d'énergie par habitant. Donc, vous voyez le Québec, en termes de consommation d'énergie, on est à plus de 200 gigajoules, toutes sortes d'énergie confondues par habitant au Québec. Donc, on est en fait des plus gros consommateurs par habitant que les États-Unis. Et ça, c'est en prenant toutes les sources de tous les secteurs de consommation confondus, donc industrie, transport, résidentiel, commercial. Vous prenez tout ça. À l'échelle mondiale, on est à 54 gigajoules par habitant. Donc au Québec et en Amérique du Nord, là, vous voyez, c'est 4 fois la consommation d'énergie par habitant mondial. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est que des pays plus riches que nous, comme la Norvège, la Suède ou l'Allemagne, consomment moins d'énergie par habitant que nous. Et ce n'est pas parce qu'ils exportent leurs émissions, c'est parce qu'ils ont essentiellement, vous le voyez, des systèmes de transport. Le deuxième en bleu-gris que vous voyez ici, c'est le transport. Ils consomment beaucoup moins d'énergie en transport que nous. La Norvège, par exemple, 35 gigajoules par habitant en transport par année. Au Québec, 64 gigajoules. Oubliez les unités, vous pouvez voir, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est du simple au double en termes de consommation d'énergie en transport par personne. Et les Norvégiens ne restent pas chez eux à tricoter. Ils ont tout autant de mobilité, voire plus que nous. Et donc, ce n'est pas une question de moins de mobilité ou ce n'est pas une question de taille du territoire, c'est une question d'organisation des systèmes de transport. Nos systèmes de transport sont essentiellement axés sur les camions. Personne n'appelle ça des camions, on appelle ça des VUS, des camions légers. Là, vous le voyez en rouge, les ventes de véhicules, c'est la part du lion qui est utilisée par les parts de marché sont dominées par les camions de plus en plus. En fait, là, d'ici 5 ans, on ne vendra plus de voitures au Québec parce que la part de marché des ventes de voitures est en chute libre et c'est celle des VUS qui est en augmentation constante.
les Québécois aiment dépenser de l'argent pour acheter des gros véhicules, comme en Amérique du Nord. On s'endette pour acheter des gros véhicules. Donc, en fait, on investit dans le problème. Ça, c'est un élément que j'aimerais bien mentionner parce qu'on pense souvent qu'il faut de l'argent pour faire la transition énergétique. Et moi, je dis il faut cesser d'investir dans des véhicules polluants et trop gros pour nos besoins. Nos fantasmes de grosseur ne s'arrêtent pas aux véhicules. On a sans cesse des bâtiments qui sont de plus en plus grands. Vous voyez la superficie totale de plancher dans le secteur commercial qui ne cesse d'augmenter. On a aussi de plus en plus de maisons par 1000 habitants. On a de plus en plus de maisons par 1000 habitants. En 1990, il y avait 366 logements par 1000 personnes au Québec. En 2019, il y avait 437 logements par 1000 personnes. Donc, on augmente le nombre de logements par 1000 personnes et on augmente la superficie moyenne des logements. Donc, on aime ça avoir de plus en plus de chalets, d'appartements. On multiplie nos logements et on multiplie la taille des logements. C'est confortable, c'est le fun, mais évidemment, d'un point de vue environnemental, ce sont des logements qu'il faut construire, qu'il faut chauffer, qu'il faut climatiser. Ça demande de l'énergie. Ce n'est pas durable comme tendance. Donc, pour conclure, qu'est-ce qui reste à faire et pourquoi il faut être radical? Il faut travailler sur l'aménagement du territoire, protéger les écosystèmes, les terres agricoles, mettre fin à l'étalement urbain. De plus en plus, je pense qu'il faut dire l'étalement humain, parce que ce n'est pas les villes qui s'étendent, c'est les humains qui occupent mal le territoire. Les bâtiments, il faut viser des normes passives, il faut réduire la consommation d'énergie de manière radicale. 90% en moins de consommation pour le chauffage des bâtiments, c'est possible, ce sont des normes qui existent, que en génie du bâtiment, on étudie peut-être, mais en pratique, on ne met pas assez en application. En transport, vous voyez les solutions, transport actif, transport en commun, petits véhicules, véhicules électriques. Et évidemment, pour le transport des marchandises, il faut absolument privilégier le train et le bateau, au contraire des camions lourds qui ont envahi nos routes. Pour l'industrie, développer l'économie circulaire, c'est essentiel. En agriculture, il faut réduire les élevages, il va falloir diminuer de manière importante notre consommation de protéines animales. On aime notre steak, on aime les steakhouse, mais malheureusement, ce n'est pas durable. Il faut changer ces habitudes-là. Et pour les déchets, il va falloir faire beaucoup mieux que ce qu'on fait. Dans le secteur des déchets, c'est catastrophique. Le Québec recule, les dépotoirs avancent. Nous avons des problèmes. Il faut changer radicalement. Merci beaucoup. On aura l'occasion de discuter par la suite et je suis certain que Hugo et Annie vont avoir des éléments très importants à partager. Merci, M. Pinault. Stéphane, je te laisse la parole pour présenter notre prochaine invité. Wow, je suis soufflé par la qualité de la présentation. Merci beaucoup, M. Pinault. Et bon, maintenant, c'est avec grand plaisir que je vous présente Annie Chaloux. Donc, une petite anecdote avant de commencer. Je sais, source sûre, que lorsque n'importe lequel des trois invités qu'on a ce matin écrit ou fait un commentaire dans les journaux, c'est analysé dans les cabinets politiques, dans la haute fonction publique et jusqu'au cabinet du premier ministre parce que ce sont des chercheurs de très haut niveau qui non seulement font la recherche de pointe, comme on le sait avec la présentation qu'on vient de voir, mais qui en plus sont très actifs dans le débat public, soit en écrivant des chroniques, par exemple, dans la presse, soit en faisant des entrevues, soit dans le cas d'Annie, par exemple, en publiant une revue de transfert et de vulgarisation scientifique qui traite des changements climatiques, la revue qui s'appelle Le Climatoscope. Donc, Annie Chaloux est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Elle est aussi la co-directrice du groupe d'études et de recherche sur l'international et Québec, en fait, que je co-dirige, Transparence totale, que je co-dirige avec Annie. Elle est titulaire d'un doctorat de l'École nationale d'administration publique et elle se spécialise sur les questions de politique publique environnementale et climatique au Québec, au Canada et aussi sur les questions de paradiplomatie climatique. Alors, on en a parlé il y a quelques semaines là, de la politique internationale du Québec, dont Annie est spécialiste des actions internationales du gouvernement du Québec, notamment dans les négociations climatiques internationales. Elle a publié de nombreux articles, chapitres de livres, et elle a publié même deux livres collectifs sur la question de l'environnement et du changement climatique. Donc, c'est avec grand plaisir que je te laisse la parole, Annie. Merci Stéphane, merci tout le monde. Donc, je vais juste partager mon écran. Donnez-moi un petit instant. Et voilà, vous voyez bien donc? Oui, donc merci tout le monde. Merci Pierre-Olivier pour cette superbe mise en bouche sur qu'est-ce qu'on peut faire de plus au Québec. Moi, ma présentation va vous permettre de vous amener un peu ailleurs pour réfléchir à l'action internationale du Québec en matière de changement climatique, toujours dans cette perspective-là de radicalité, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait, on souhaite faire plus, mais
on oublie très souvent qu'il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus et beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, plusieurs réflexions que je vous amène aujourd'hui à l'égard du rôle que peut jouer le Québec dans la lutte contre les changements climatiques à l'échelle globale. Puis, la question qui est sous-jacente à ma présentation, c'est est-ce que la décarbonisation telle que présentée par Pierre-Olivier en disant 2050, on a une cible de 0 émission nette, est-ce que finalement c'est suffisant dans une perspective québécoise et de lutte mondiale contre les changements climatiques? Ici, je me permets de vous présenter quelques définitions parce que je pense que c'est important de comprendre là où on se situe, quels sont nos objectifs, pourquoi ils sont présentés ici. Et donc, je me permets ici de vous amener un article, l'article 2 de l'accord de Paris qui avait été négocié donc, en 2015, parce que cet objectif, en fait, cet article-là nous présente c'est quoi les grands objectifs de l'accord de Paris quand on veut construire le régime climatique mondial et ce vers quoi la communauté internationale cherche à tendre. Premier élément, c'est celui qui est présenté ici. Je vous le résume rapidement, mais l'idée étant qu'on s'est fixé donc comme cible de réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale sous la barre des 2 degrés, donc nettement sous les 2 degrés et idéalement 1,5 degrés Celsius. L'idée étant donc qu'on accepte qu'il y a une certaine hausse des températures, mais qu'on souhaite limiter autant que possible cette hausse des températures à l'échelle mondiale pour éviter un emballement incontrôlé du climat. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment important, qui est au cœur de l'accord de Paris, puis qui a guidé par la suite les cibles que les États, dont le Québec, par exemple, se sont dotés. Deuxième élément, c'est qu'on ne peut pas juste atténuer les émissions parce que comme on accepte une hausse des températures mondiales de 1,5 degré, il faut aussi reconnaître qu'on va devoir s'adapter au changement climatique. Certains pays sont d'ailleurs beaucoup plus vulnérables déjà à une hausse des températures mondiales et on doit donc contribuer, chacun des pays, à s'adapter également aux changements climatiques qui seront à venir. Troisième élément qui est aussi extrêmement important, c'est l'aspect des flux financiers. C'est-à-dire que tous les pays vont devoir réduire leurs émissions, vont devoir s'adapter et il y a des coûts, évidemment, qui vont être astronomiques, qui sont associés à ça. Et il va y avoir une nécessité, donc, de transférer des fonds pour aider les pays les plus vulnérables à s'adapter, mais aussi à ne pas passer par le même modèle de développement qui a été la source du problème que l'on vit aujourd'hui quand on parle de changement climatique. Je vous amène à un autre article qui est très, très important, qui concerne celui-ci, c'est l'article 4.1 de l'accord de Paris, parce que cet article-là vient encore plus préciser qu'est-ce qu'on veut dire en termes de qu'est-ce que les pays doivent faire pour réduire les émissions mondiales. Ce qu'on dit dans cet article-là, grosso modo, c'est qu'on va devoir parvenir le plus tôt possible à un plafonnement des émissions. Donc, on ne pourra pas émettre plus qu'un certain nombre d'émissions de gaz à effet de serre et éventuellement, bien sûr, réduire pour atteindre la carboneutralité. Ce qu'on comprend aussi, c'est que cette courbe-là descendante ne pourra pas se faire au même rythme dans les pays développés que dans les pays en développement, parce qu'on doit reconnaître que les pays en développement ont un certain droit à se développer et que les pays développés qui sont sourds du problème doivent être les premiers à réduire leurs émissions. Et finalement, l'idée de cet article-là, c'est cette notion d'équilibre. Donc, l'idée, quand on parlait de carboneutralité, c'est qu'éventuellement, on émette des gaz à effet de serre d'origine anthropique, mais qu'on soit en mesure de les capter à la même hauteur pour éviter, finalement, qu'on continue à augmenter les températures à l'échelle mondiale. Il y a un autre principe qui est vraiment extrêmement important. J'ai commencé à l'évoquer, mais je vous le présente ici pour comprendre comment s'est construit le régime climatique mondial. Ça s'appelle le principe de responsabilité commune mais différenciée. Grosso modo, ce que ce principe-là vient dire, c'est que tous les pays sont responsables, bien sûr, des changements climatiques. Tous les pays sont émetteurs de gaz à effet de serre. Cette responsabilité-là, elle est donc commune à tous, mais elle est différenciée, évidemment, par plusieurs volets. Elle est différenciée parce qu'il y a des pays qui émettent des gaz à effet de serre de manière extrêmement notable. Pensez aux États-Unis, aux pays occidentaux, au Canada, au Québec, et même la Chine aujourd'hui, parce que c'est un des plus grands émetteurs mondiaux. Et il y a aussi des pays donc, en développement qui, eux, sont beaucoup moins responsables. Et il y a donc cette notion de responsabilité historique et qu'on doit accompagner aussi les pays en développement à ne pas passer, comme je le disais tout à l'heure, par le même modèle de développement et les aider également à s'adapter parce qu'ils vivent déjà des conséquences des changements climatiques sur leur territoire qu'ils n'ont pas causées et qu'on doit donc aider ces pays-là à s'adapter pour faire face à la crise climatique actuelle et pouvoir donc survivre et permettre un certain développement de leur État. Quand on parle donc du principe de responsabilité commune mais différenciée, je me permets ici de vous amener
à une notion qui est sous-jacente à ça. Et quand on pense à l'objectif mondial, j'ai bien aimé les graphiques que Pierre-Olivier vous présentait. Bien, moi, ici, je vous en présente un autre. C'est que si on veut réduire les émissions mondiales, il y a tout le temps, c'est par rapport à quelque chose. Et il faut voir un peu ces émissions-là comme une pointe de tarte à l'échelle mondiale. Donc, on a émis de manière anthropique depuis 1750 un certain nombre d'émissions de gaz à effet de serre. On parle ici de 2475 gigatonnes de CO2 équivalent. Et que si on veut maintenir le monde sous la barre des 2 degrés Celsius, on va devoir émettre pas davantage, donc pas plus de 420 milliards de tonnes de CO2. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si on veut continuer à en émettre plus, bien, il faut en absorber plus pour qu'au final, on maintienne donc une fourchette, une tarte qui est présentée ici autour de 3 000 milliards de tonnes de gaz à effet de serre et qu'on ne doit pas dépasser. Sinon, si on émet plus, bien, vous voyez les autres pointes de tarte. Oui, il y a une possibilité d'en émettre plus, mais avec les risques que l'on connaît de plus en plus et que le dernier rapport du GIEC, évidemment, est venu mettre à l'avant-scène. Donc, ce qui est important à retenir ici, c'est que le temps est compté, nos émissions sont comptées si on veut respecter cet objectif-là qui avait été présenté dans l'accord de Paris et qui est de plus en plus adopté par tout le monde parce qu'on se rend compte qu'un monde à 1,5, c'est déjà un monde où il y aura des débalancements et des impacts très, très graves des changements climatiques et on n'ose pas imaginer un monde où la température mondiale sera plus élevée. Donc, beaucoup reste à faire sur cette question. Ça me permet donc de ramener à cette fameuse question de la juste part, parce que tout à l'heure, on a parlé de qu'est-ce que le Québec peut faire, qu'est-ce que le Québec peut faire de mieux, mais il y a aussi une dimension éthique rattachée à ça, qui est la question de la juste part. C'est-à-dire que certains États, dont le Québec, par exemple, sont des grands émetteurs historiques, et on doit donc être les pionniers et toujours faire plus dans la lutte contre les changements climatiques, et que ce qu'on met sur la table actuellement est probablement pas suffisant pour faire notre véritable juste part et éviter d'accroître les inégalités entre les pays riches et les pays en développement sur la question climatique. Donc, quand on parle de juste part, il faut avoir à l'esprit que certains pays sont plus vulnérables. Certains pays qui ont une économie beaucoup moins développée, qui sont dépendants, par exemple, de l'agriculture, qui sont déjà des victimes de manière démesurée des changements climatiques. On peut penser aussi aux petits pays insulaires qui voient la hausse des océans vraiment venir impacter leur territoire, la salinisation, par exemple, des territoires agricoles. Donc, certains pays sont beaucoup plus vulnérables à la question des changements climatiques et doivent déjà mettre toutes leurs ressources à l'adaptation et n'ont pas la tête à atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi cette fameuse notion que j'ai abordée tout à l'heure, qui est la notion de responsabilité historique. Certains pays émettent énormément de gaz à effet de serre. Les pays occidentaux en sont les principaux responsables. Maintenant, la Chine est même le deuxième plus grand émetteur historique de gaz à effet de serre. Donc, lui aussi a une responsabilité très importante à l'égard des changements climatiques qu'on ne peut plus passer sous silence. Il y a aussi, bien sûr, des pays qui ont oui, sont peut-être des émetteurs historiques, mais ils ont aussi énormément de capacités. Ils ont des capacités financières. C'est un pays riche, c'est un pays qui est développé, un pays qui a des capacités technologiques aussi de s'adapter au changement climatique ou d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, si un pays a énormément de capacités, on va s'attendre à ce qu'il fasse plus dans la lutte contre les changements climatiques qu'un pays qui est en développement ou un pays extrêmement vulnérable qui, lui, n'a pas ces capacités-là de faire face au changement climatique. Et donc, et là, il y a aussi, bien sûr, des aspects éthiques qu'il faut tenir en compte quand on parle de tout ça. Quand on parle de dimension éthique, bien, il y a certains discours qui disent, on doit donc aller réduire les émissions là où ça coûte le moins cher, simplement. Si on fait ça, bien sûr, c'est comme si on donnait encore un pouvoir plus important aux pays occidentaux par rapport à des pays en développement sur le plan de qui a le droit, finalement, d'émettre des gaz à effet de serre et à quel coût. Est-ce qu'on fait des calculs en fonction des émissions par habitant? Tout à l'heure, Pierre-Olivier a montré simplement à l'échelle canadienne combien on émet de gaz à effet de serre par habitant et ça sert souvent de justificatif au Québec pour dire on est déjà les meilleurs en Amérique du Nord, donc pourquoi faire beaucoup plus et pourquoi faire beaucoup mieux? Il y a aussi l'aspect des générations futures à tenir en compte et il y a aussi la question de pourquoi, en fait, l'aspect au niveau éthique qui concerne l'adaptation. On demande aux pays en développement de s'adapter, d'obtenir des prêts de la part des pays riches pour s'adapter au changement climatique alors qu'ils ne sont pas la source du problème. Ce ne sont pas eux qui ont émis des gaz à effet de serre. Donc, il y a toute une dimension éthique par la suite sur la notion de juste part qui est important de tenir en compte. Ici, je vais juste vous montrer simplement deux graphiques que je trouvais super intéressants
que quand on commence à faire ces calculs de la juste part, il y a différentes études qui sont sorties. Je vous montre ici un exemple aux États-Unis. Si on tenait compte donc, des émissions historiques de l'État, si on était beaucoup plus ambitieux dans notre notion de juste part, ce à quoi ça devrait ressembler pour 2030, si on réduit nos émissions, ça devrait être une réduction de moins 195% par rapport au niveau de 1990 et non pas ce qui est mis sur la table actuellement. Donc, le niveau d'ambition en ce moment, il est clairement différent. Ce qu'on reconnaît dans ce graphique-là, c'est que sur le territoire, il y a certaines émissions qui peuvent être réduites. On est conscient qu'on ne peut pas toutes réduire les émissions directement sur le territoire américain. Donc, ça nécessite, et c'est ce qu'on voit dans le graphique, une coopération internationale, donc de l'appui logistique, financier, technologique pour qu'ailleurs, on puisse aller réduire les émissions à un moindre coût. Or, il y a des chercheurs qui ont fait le même calcul à l'échelle du Québec. Et ça devient extrêmement intéressant. Donc, ça, c'est une étude, d'ailleurs, dont Pierre-Olivier est aussi très au courant, qui a été faite par Christian Olds, qui était sur le Climate Equity Reference Calculator, qui ont donc introduit une série de paramètres pour dire, finalement, si on fait le calcul historique des émissions de gaz à effet de serre et de notre juste part, quelle devrait être notre cible pour 2030? Vous vous souvenez, on a vu tout à l'heure que c'est, au Québec, on dit que c'est moins 37,5% des émissions sous les niveaux de 1990 pour 2030, qui est actuellement la cible préconisée par le gouvernement du Québec. Cette étude-là nous montre beaucoup plus. En fait, nous montre qu'on devrait être autour de moins 178%. Je vais y revenir tout à l'heure. Il y a donc un écart extrêmement grand entre cette notion de juste part et ce que le Québec propose quand il souhaite agir à titre de leader. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est qu'il y a plusieurs autres choses qu'on doit tenir en compte et que le Québec pourrait faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Je m'arrête juste ici pour vous présenter maintenant, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on a fait au Québec. Donc, on a vu beaucoup Enfin, on a vu le portrait de situation donc, en termes d'émissions de gaz à effet de serre du Québec et son évolution depuis 1990 dans la présentation de Pierre-Olivier Pinault. Moi, ce que je vous montre ici, c'est un peu qu'est-ce que le Québec a fait depuis 1990 sur la scène internationale. D'abord, le Québec, ça fait longtemps qu'il est très actif en termes de lutte contre les changements climatiques sur la scène internationale. Il fait partie de la délégation canadienne depuis les tout débuts des négociations, donc lors des négociations qui ont abouti à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Le Québec était là et par la suite a participé systématiquement à chacune des COP depuis 1995. Le Québec aussi n'a pas seulement suivi la délégation canadienne, mais a aussi participé activement à ces conférences-là de manière autonome en organisant des événements parallèles, en rencontrant des chefs d'État et de gouvernement à l'étranger pour signer des engagements internationaux. Le Québec s'est aussi déclaré lié à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, s'est déclaré lié au protocole de Kyoto, à l'accord de Paris. Donc, on estime que le Québec s'inscrit dans cette volonté de faire sa part. Il a aussi adopté une série d'engagements internationaux de différentes natures, que ce soit ici la CGNA-PMEC, qui est un regroupement d'États fédérés de la Nouvelle-Angleterre et de l'Est du Canada, dans lequel ils se sont donné un plan d'action de changement climatique. Il a adhéré à un marché de carbone avec la Californie, qu'on a appelé le WCI, a signé une alliance sur les véhicules zéro émission en s'engageant à maximiser l'électrification du secteur automobile québécois. Et tout récemment, il a signé l'alliance Beyond Oil and Gas Alliance, qui fait en sorte que le Québec souhaite mettre fin à l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures sur son territoire. Et aussi, un élément qui est très important à souligner, c'est que le Québec est parmi les premiers États fédérés à mettre en place un programme de coopération climatique internationale. Donc, au-delà de prendre des engagements d'atténuation, il s'investit aussi sur la scène internationale dans des programmes de coopération pour lutter contre les changements climatiques en termes d'atténuation et d'adaptation contre les changements climatiques. Ici, je n'irai pas trop dans le détail parce que tout à l'heure, vous avez vu une diapo qui le présentait, mais simplement vous remettre les cibles que le Québec s'est données depuis 1990. Donc, une cible de moins 6 pour 2012, une cible de moins 20 pour 2020, une cible de moins 37 pour 2030, et il vise la carboneutralité pour 2050. Donc, ce qu'on voit, c'est ça nous montre que le Québec fait beaucoup, est très actif, mais la question qui est sous-tendue, c'est est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il peut faire plus et est-ce qu'il doit faire plus? C'est ce qui devrait nous guider dans nos réflexions quand on parle du rôle du Québec. Et donc, je prends quelques instants pour revenir sur cette fameuse étude de Christian Olds qui avait été faite sur l'évaluation de la juste part du Québec dans la lutte au changement climatique.
si on se fie aux paramètres que le Climate Equity Reference Project a développés, eh bien, le Québec devrait réduire, donc, pour 2030, de moins 178 % par rapport à 1990 et non pas moins 37,5 %. Quand on voit ces chiffres-là, ça peut nous rendre pratiquement, nous faire figer, puis nous dire, bien, finalement, c'est impossible, on ne peut pas rien faire. Et parfois, c'est même, pour certains, une manière de dire, bon, bien, finalement, ça va décourager concrètement l'action parce que c'est trop ambitieux. En même temps, l'urgence climatique, elle est réelle, puis il y a tellement de conséquences qu'on se doit toujours de faire plus. Ce que cette étude-là nous montre, par contre, c'est que oui, il faudrait avoir cette cible-là, mais on comprend que les réductions ne sont pas obligées d'être faites uniquement sur le territoire du Québec. Le Québec peut aussi aller en coopération internationale et développer des programmes pour réduire les émissions, mais aussi aider les autres pays qui ne sont pas nécessairement responsables de la problématique des changements climatiques à s'adapter et à réduire leurs émissions. Et d'ailleurs, quand on parle d'urgence, il faut se rappeler que le Programme des Nations unies pour l'environnement disait que d'ici 2030, si on veut espérer entrer dans cette courbe de 1,5 degré, il faudrait réduire annuellement de 7,5 % nos émissions en 2021. Ensuite, de manière additionnelle en 2022, 2023, 2024. Donc, ce que ça nous montre, c'est que l'urgence, elle est maintenant. Il faut arrêter de mettre des programmes qui prennent 10-15 ans à se mettre en place, mais c'est maintenant qu'il faut faire plus. Et donc, ici, ça me permet de vous ramener les 3 volets où on peut et on doit faire plus à cet égard-là. On peut faire plus, par exemple, en matière de financement, parce que, en fait, bon, je vais revenir sur le volet de financement, mais je vais juste vous remontrer ces 3 éléments-là. Pierre-Olivier vous a montré tout à l'heure les différents secteurs dans lesquels on n'a pas fait très bien et qu'on devrait faire plus et mieux. Et je reviens sur cet élément-là parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de mieux et plus rapidement. J'abonde dans le même sens qu'on dit chez nous, en matière de transport, il y a évidemment, là, c'est un éléphant dans la pièce. On doit faire beaucoup plus et de manière plus proactive dans le secteur des transports, que ce soit par l'introduction de mesures écofiscales, en surtaxant les grands VUS, en faisant des politiques d'aménagement du territoire qui sont plus durables. On peut aussi faire des changements au niveau de l'agriculture et de nos modèles agricoles qui, là aussi, contribueraient beaucoup. Il y a l'autre volet qui est bien sûr l'optimisation du marché du carbone. Le Québec s'est doté d'un marché du carbone qui est lié avec la Californie et actuellement, il y a une problématique majeure, c'est-à-dire qu'il y a trop de crédits qui sont octroyés, ce qui fait en sorte qu'on ne parvient pas à utiliser de manière efficiente les émissions. En fait, ce n'est pas un outil adapté actuellement parce qu'il y a trop de crédits carbone disponibles. Et donc, les entreprises n'ont pas le signal prix qui est adéquat pour réduire et changer leur comportement. Et le dernier volet, c'est bien sûr sur la scène internationale, qui est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que actuellement, dans les engagements climatiques internationaux, on dit qu'il y a une somme planchée de 100 milliards qui doit être remis et on ne parvient pas à donner 100 milliards par année dans les pays en développement pour réduire et s'adapter au changement climatique. Et là, quand on est dans le contexte des COP, on se rend compte que 100 milliards, on dit que c'est beaucoup d'argent, les pays font beaucoup d'efforts, ils n'y parviennent pas. Bien, moi, j'aime ça vous rappeler un chiffre qui est 100 milliards, c'est 10 fois un 3e lien. C'est donc pas énorme comme ça. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites de plus, dont le volet financement. Et les pays riches ont une responsabilité de financer de manière beaucoup plus importante la lutte contre les changements climatiques. Donc, le financement devient un levier auquel le Québec, en termes éthiques, devrait faire bien davantage. Ensuite, sur le plan des transferts technologiques, on a aussi énormément d'expertise. Donc, on peut user de l'expertise québécoise et développer des projets de manière beaucoup plus structurante dans les pays en développement pour qu'ils ne passent pas par le même modèle et puissent s'adapter au changement climatique. Et le dernier volet que je souligne ici, c'est notre fameux programme de coopération climatique internationale que je vous ai mentionné tout à l'heure, qui est le PCCI. Ce programme-là, c'est un programme hyper innovant, hyper intéressant, mais bien sûr, les sommes investies sont très, très faibles. On parle de 23 millions de dollars sur une brochette de 5 ans, donc les sommes sont assez minimes. Par contre, si le gouvernement investissait de manière beaucoup plus importante dans ce genre de programme, bien, ça permet de développer une coopération internationale en matière de changement climatique qui soit beaucoup plus sérieuse et qui montre que finalement, on prend la chose au sérieux au Québec et qu'on cherche à être un joueur responsable, pas seulement sur notre territoire, mais à l'échelle mondiale. Et donc, ce qu'il faut juste rappeler là, dans les derniers éléments, c'est la décarbonisation, elle est importante,
mais je pense qu'il faut dépasser cette logique de décarbonisation puis comprendre qu'on a une responsabilité réelle dans les changements climatiques et que ça passe bien sûr par une acceptation que l'on va devoir sortir des sous à l'extérieur, des technologies et des capacités si on veut véritablement jouer notre rôle dans le régime climatique mondial. Voilà, c'est tout pour ma présentation. Merci, Mme Chaloux. C'était très intéressant. Stéphane, tu prends le relais. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous présente notre prochain conférencier. Il s'agit d'Hugo Séguin. Hugo Séguin est un acteur reconnu dans le milieu des questions liées au changement climatique et à la décarbonisation. Il a travaillé dans le milieu gouvernemental, politique, associatif, financier, à la fois à Ottawa, Québec, à Montréal. Il est un fellow au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Il enseigne aussi à l'École de politique appliquée avec Annie Chaloux à l'Université de Sherbrooke. Il est également un des 13 membres du Comité consultatif sur les changements climatiques du gouvernement du Québec. C'est une référence lorsqu'il y a une conférence, une négociation internationale sur les changements climatiques, donc les conférences des parties. Hugo Séguin est souvent un de ceux qu'on va entendre expliquer les enjeux à la population en général. Et il a aussi siégé sur de nombreux conseils d'administration, notamment de Greenpeace Canada, du Climate Action Network, en plus de présider le réseau Action Climat Canada. Il est aussi le conseiller principal chez Copticom, qui est une firme de stratégie de relations publiques. Il y est depuis 2011. Et en plus, comme il y a beaucoup de temps libre, évidemment, comme vous vous en doutez, il termine un doctorat en éthique de la prise de décision publique à l'Université de l'Oregon. Alors, c'est de là, justement, qu'il nous fait qui nous rencontre aujourd'hui. Alors, Hugo, je te cède la parole. Merci beaucoup, Stéphane. Bonjour à tous et à toutes. Merci aux organisatrices, aux organisateurs. Je suis sensible à l'invitation que vous me faites ce matin à venir discuter avec vous d'un enjeu qui me garde éveillé aux aurores. Alors, très heureux d'être là. Pour ma part, je vais essayer d'inscrire mes propos dans ceux qui ont été amenés par mes collègues Pierre-Olivier, qui siège avec moi d'ailleurs au comité conseil du ministre sur les changements climatiques, et Annie Chaloux, qui siège sur un des deux comités fédéraux sur le même sujet. Pierre-Olivier et Annie nous disent à peu près la même chose, si on regarde ça, si on synthétise leurs propos. Nous sommes, je pense, dans un cul-de-sac au Québec comme à l'international en matière de lutte au changement climatique. Les changements climatiques s'emballent, on n'est pas du tout en contrôle. Les politiques qu'on a développées jusqu'à présent ne donnent pas les résultats qu'il faudrait, les résultats escomptés. Nous sommes loin aussi de faire notre juste part, au Québec comme à l'échelle internationale, donc on est loin du compte. Et finalement, si je vous entends bien, chers collègues, les solutions que nous avons mises en place depuis 30 ans, comme elles ne donnent pas les résultats qu'il nous faudrait, ça va nous prendre des nouvelles mesures, des nouvelles idées qui vont, on n'a pas le choix devant la situation, qui vont devoir être radicales. D'ailleurs, le terme de radicalité, vous l'avez utilisé, Pierre-Olivier, Annie, dans vos présentations. Je vais aussi utiliser le terme radical dans la mienne de présentation et j'aimerais préciser à ceux et celles qui nous écoutent que mes collègues et moi, on n'est pas du tout les seuls à utiliser le terme de radicalité à travers le monde. On entend ces appels à la radicalité de la part de leaders étudiantes comme Greta Thunberg, mais on l'entend dans la bouche du pape François. On entend maintenant ces appels à la radicalité de la part du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et je me surprends à lire des communiqués de presse de PDG et de PDGR de grandes multinationales européennes et nord-américaines qui en appellent aujourd'hui à des mesures musclées, costaudes, conséquentes et radicales. Donc, imaginez-vous que le terme, le concept même de radicalité s'étend dans l'espace public assez rapidement. Je vais vivre dangereusement, c'est-à-dire qu'habituellement, j'ai un PowerPoint, c'est ça qui me guide dans mes présentations, mais je vais y aller sans filet. Le problème pour moi, c'est quand on parle de radicalité, c'est d'essayer d'imaginer ce que ça veut dire. On a beau appeler à la radicalité, mais on a beaucoup de difficultés à savoir ou à imaginer quelles mesures précises, quelles lois précises, quel changement de comportement précis, comment
mettre en œuvre la radicalité, on fait face à une espèce de déficit d'imagination et aussi un déficit d'optimisme. Hein. Il y a comme un vent de pessimisme au niveau de notre capacité comme société de transitionner, de changer de façon fondamentale nos façons de faire. La barre est haute, là, effectivement, mais c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. J'aimerais vous soumettre 3 affirmations ce matin pour étayer mes propos. La première, c'est que nous sommes entourés d'idées radicales qui sont devenues avec le temps tout à fait normales. Et on ne s'en rend pas compte parce que ces idées qui ont été un jour radicales, qui sont devenues normales, nous apparaissent dans notre périmètre, dans les systèmes dans lesquels on évolue, faire partie de ce qui est naturel. Ce qui m'amène à penser que, pour moi, les idées que l'on considère radicales aujourd'hui deviendront demain des idées tout à fait normales. Une société évolue en absorbant des idées qui, au départ, sont radicales, mais qui perdent leur qualité de radicalité. Mon deuxième point, c'est que pour comprendre comment les idées radicales se diffusent dans une société, il faut les considérer comme des innovations. Et puisque ce sont des innovations, elles obéissent, ces innovations-là, à des mécanismes de diffusion à travers la société. Puis ça, il faut regarder comment ça se passe dans les faits pour accélérer la diffusion des idées, des nouvelles idées qu'il nous faudrait pour contrer la crise climatique et les autres crises. Hein. Il n'y a pas seulement la crise climatique auquel nous sommes confrontés ou à laquelle nous sommes confrontés. Il y en a d'autres. Et finalement, mon troisième point, c'est que pour contrer la crise qui nous préoccupe, il nous faut le plus rapidement possible adopter toute une nouvelle génération d'idées radicales qu'on n'a pas encore, qui ne sont pas encore montées au créneau, qui ne sont pas encore montées au front. Il faut les identifier, il faut les regarder, il faut les adopter, il faut adopter celles qui sont méritantes et les faire passer le plus rapidement possible à une nouvelle normalité. Je vais essayer d'accrocher ça à un cas concret qui est celui du groupe de travail jeunesse qui a été mis en place par le ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique en 2019, lorsque le ministre consultait les parties prenantes de la société civile dans l'élaboration du plan pour une économie verte, le PEV, qui est devenu le plan climat du Québec 2030. Et je vais essayer de vous montrer à quel point le groupe de travail jeunesse en fait, il a livré la marchandise en termes de radicalité. On va regarder ça. Puis moi, je vais me poser la question avec vous s'il y a possibilité que ces idées-là se diffusent plus largement, plus rapidement dans notre société. J'aimerais tout d'abord reconnaître que ce n'est pas évident de tenir un discours optimiste par les temps qui courent et de penser que notre société est capable d'adopter des nouvelles idées radicales en peu de temps pour contrer une crise comme celle des changements climatiques. Je comprends très, très, très bien le sentiment de plusieurs que ce serait peine perdue, que nous aurions échoué, qu'il n'y aurait plus rien à faire, le sentiment d'éco-anxiété que je vis, qu'on vit, que mes étudiants, que mes étudiantes vivent, c'est présent. Je constate et je déplore qu'en raison de cette posture-là, plusieurs estiment que les institutions, les gouvernements, les grandes organisations, les entreprises, au mieux ne servent à rien, au pire deviennent acteurs et complices de la crise qui se joue sous nos yeux. Je me désole aussi que plusieurs, pour ces mêmes raisons, s'extirpent du système et se replient sur eux-mêmes et font leurs affaires de leur côté avec leurs copains ou se replient sur leur famille ou sur eux-mêmes, souvent en allant plus voter ou en allant moins voter et en ne participant plus ou en participant de moins en moins à la vie démocratique. On croit à tort qu'il n'y a plus rien à faire parce que je pense qu'on est incapable de s'imaginer que les choses peuvent être différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Et c'est ça qui est assez démotivant dans le discours au fur et à mesure que les changements climatiques et leurs impacts se multiplient autour de nous. Et pourtant, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, si nous sommes environnés d'idées qui un jour ont été radicales et qui sont devenues tout à fait normales, j'en conclus qu'une société est capable de changer. Et que
et que la situation actuelle peut très bien être différente de celle que l'on vit actuellement. L'exemple classique que l'on donne en théorie de la diffusion des innovations radicales, c'est au cours du 19e siècle, du 20e siècle, l'apparition de la démocratie représentative, et notamment l'obtention du droit de vote ou l'extension du droit de vote de grands propriétaires fonciers à tous les hommes de plus de 18 ans et après ça aux femmes. Il faut s'imaginer qu'il y a 80 ans, il y avait des débats au Québec et un peu ailleurs dans le monde où on se demandait si les femmes auraient le droit de vote. C'est quand même assez fantastique de penser qu'on était dans un tel débat aujourd'hui. Évidemment, le droit de vote pour tous les adultes de plus de 18 ans, tout à fait passé à la normalité. En technologie, j'avais l'exemple des crypto-monnaies. Moi, je me souviens quand les crypto-monnaies sont arrivées sur nos écrans radars, à quel point elles ont été conspuées, à quel point elles ont été considérées comme radicales, farfelues, tout ça. Et qui le dirait aujourd'hui, avec l'énergie que les crypto-monnaies nous tirent de nos réseaux, elles sont là pour rester. Je suis convaincu, moi, que les étudiantes, les étudiants en génie qui sont sur le Zoom aujourd'hui ont plein d'exemples de technologies qui, lorsqu'elles se sont présentées à nous, ont été moquées et se sont fait considérer comme des technologies ou des pratiques farfelues et qui sont devenues aujourd'hui des fixtures permanentes dans nos différents systèmes. L'assurance maladie universelle et gratuite, l'équité salariale, la parité homme-femme sur les conseils d'administration, l'habeas corpus, l'aide médicale à mourir, sont toutes des idées d'abord jugées farfelues, mais passées désormais à la normalité. Curieusement, et ça c'est assez fondamental, je vous soumets l'illustration la plus surprenante pour moi de tout mon propos. François Legault, notre premier ministre à nous, est sans doute pour moi le politicien le plus radical que nous avons eu de mémoire récente par sa décision de mettre l'économie du Québec sur pause entre mars 2020 et juin 2020 pour faire face à la pandémie de COVID-19. Avant que ça arrive, et là, dans nos départements, dans nos programmes de sciences politiques ou d'économie, qui eût cru que les dirigeants d'une économie libérale, d'une démocratie libérale, puissent socialiser de toute l'économie au nom du bien commun. Ce n'était pas ça qui circulait dans nos départements, dans nos programmes. C'était que l'économie était toute puissante et que les gouvernements étaient relativement impuissants devant le fonctionnement du libre marché. J'en conclus que nos sociétés sont capables de changer de façon radicale et surprenante et en relativement peu de temps. Et mon optimisme, si j'ai encore un optimisme dans tout ça, c'est de là dont je le tire. Une autre façon de nous réapproprier l'idée donc, que nous pouvons changer profondément comme société, c'est de nous rendre compte que les idées radicales dont nous aurions besoin, Pierre-Olivier, tu nous as fait la longue liste de thématiques où nous devrions développer et déployer des idées radicales, il faut les considérer comme des innovations. Et ce qui est intéressant, c'est que nos sociétés sont capables d'absorber des innovations, elles l'ont fait, elles le feront, elles le continueront. Et à peu près tous les innovateurs passent par le même parcours. Le slogan qui est utilisé dans toute la littérature sur la diffusion des innovations va comme suit. Les innovations, au début, on vous ignore et on rit de vous. Ensuite, on s'oppose à vous et on vous combat. Et puis, quand vous gagnez, vos adversaires prétendent que l'idée venait, de toute façon, ça venait d'eux. On ne sait plus à qui on doit la formule. Certains disent que ça vient de l'économiste autrichien Schumpeter, d'autres disent que ça vient de Gandhi, mais ça n'a pas d'importance. La dynamique de l'apparition des innovations dans nos sociétés, c'est qu'au départ, on les considère complètement risibles. Après ça, quand elles commencent à déranger, on s'y oppose. Et après, la société finit par les adopter. C'est le sociologue américain Everett Rogers qui a pour moi développé le meilleur modèle qui nous aide à comprendre comment les innovations se diffusent à travers la société. D'une certaine façon, il s'inspire d'un autre sociologue français, qui est Gabriel Tarbes, qui pour lui, les innovations se diffusent par imitation, par émulation, par contamination d'un individu à l'autre, d'une institution à l'autre.
je vais essayer de partager, je vais faire quelque chose de périlleux. Je vais essayer de vous mettre le modèle de Rogers derrière moi sur l'écran. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais c'est tasser un peu. Au début de la courbe, vous savez, l'axe horizontal est un axe de temps. L'axe vertical, c'est le pourcentage de la société. Au début, très, très peu de gens sont des adopteurs d'innovation, sont des innovateurs eux-mêmes. Ils sont considérés comme des hurluberlus, des gens qui sont hors société ou un peu excentriques. Les idées que ces gens-là portent ne sont pas toutes méritantes, effectivement, mais plusieurs de leurs idées vont le devenir, vont attirer l'attention d'innovateurs qui vont dire « Ah, mais c'est intéressant, ça, tout ça. » Donc, on a une première génération qu'on appelle des innovateurs précoces qui vont essayer des innovations, soit des technologies, des nouvelles pratiques, tout ça. Et puisqu'elles fonctionnent, plusieurs d'entre elles vont fonctionner, ça va attirer l'attention de d'autres générations d'innovateurs qui vont dire « Mais c'est très bien, c'est intéressant. » Et après ça, ça va attirer l'attention d'une grande majorité de la société qui vont dire « Si tout le monde le fait, je veux le faire aussi. » Un vieux slogan en publicité, si tout le monde le fait, fais-le donc. Il y a un effet d'entraînement, il y a un effet bandwagon. Et c'est un peu comme ça que les technologies, les nouvelles pratiques se diffusent dans la société. C'est un parcours qui est semé d'embûches quand même. C'est un parcours du combattant, l'idée d'adoption des nouvelles innovations. Et il y a des embûches qui sont dans nos têtes parce qu'on se braque contre la nouveauté. Hein, les recherches récentes en neuropsychologie montrent très bien que notre posture par défaut, c'est nos habitudes, c'est de se replier sur nos habitudes et de souvent rejeter la nouveauté. Les embûches sont souvent structurelles parce que les organisations se braquent contre la nouveauté, mais contre ce qui dérange leurs habitudes, leur mentalité, leurs intérêts, leur air d'aller. Moi, j'ai vécu ça comme directeur des communications chez Équiterre pendant de nombreuses années, où on faisait la promotion de nouvelles pratiques comme la consommation responsable, l'agriculture biologique, le commerce équitable, l'autopartage, Bixi, tout ça. Au départ, des nouvelles pratiques qui étaient considérées gentilles, mais pelletées de nuages un peu, beaucoup, et tout ça. Et aujourd'hui, qui dirait que c'est radical, ces choses-là? C'est de plus en plus diversifié ou diffusé dans la société. Un autre exemple, peut-être pour les ingénieurs parmi nous, c'est que j'ai vécu, moi, probablement tu t'en souviendras aussi, Pierre-Olivier, mais au début des années 2000, Hydro-Québec s'est opposé bec et ongle contre l'apparition des éoliennes dans son mix de production. Les ingénieurs d'Hydro-Québec disait à la Régie de l'énergie, les éoliennes ne fonctionneront pas au Québec parce qu'il fait trop froid. Il n'y avait pas d'études qui montraient que l'énergie éolienne ne pourrait pas fonctionner au Québec. C'était comme si Hydro-Québec se braquait contre la nouveauté pour des raisons un peu obtuses. Mais qui se souviendrait aujourd'hui qu'Hydro-Québec s'opposait à ça, alors qu'aujourd'hui, on intègre des milliers de mégawatts dans le réseau et qu'Hydro-Québec se considère comme une grande batterie pour intégrer des énergies renouvelables. Alors, on voit que les choses peuvent évoluer. Il y en demeure pas moins, donc, nos sociétés sont capables de changer, sont capables d'absorber des innovations radicales. Faisons le pari qu'on va continuer à le faire. Et j'aimerais vous donner un exemple qui est très concret. En 2019, le ministre Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique au Québec, met sur pied 5 groupes de travail pour l'aider dans l'élaboration de son plan d'électrification des changements climatiques. Un de ces 5 groupes de travail-là sera le groupe de travail de la jeunesse, qui sera constitué d'étudiants en génie, ça va peut-être intéresser plusieurs d'entre vous, des jeunes élus municipaux, des entrepreneurs, des représentants du milieu syndical, de la santé, de l'environnement. Ce n'est pas particulièrement un groupe d'écolos finis, là. Okay? C'est vraiment des jeunes assez représentatifs de plusieurs secteurs dans la société. On a posé la question, le gouvernement a posé la question suivante, le mandat du groupe de travail, quelles pratiques facilitant des modes de vie et de production durables et résilients convient-il d'explorer, de prioriser et de proposer? Et j'ai été assez soufflé, moi, quand j'ai lu le rapport du groupe de travail de la jeunesse,
Ils ont eu, effectivement, quand on regarde leur mandat, ils ont eu un mandat d'innovation radicale. Le but était de forcer un peu l'arrivée dans la réflexion pour le nouveau plan climat du Québec d'idées que les autres comités, les 4 autres comités, n'auraient pas amené autrement. Et les membres du groupe de travail jeunesse seront très cohérents, sont venus proposer au gouvernement une série d'idées radicales réunies autour de 3 axes. Attachez-vous au-dessus que c'est assez fort. Le premier axe, c'est rompre avec la société de consommation et respecter les limites de la Terre. Le deuxième axe, c'est améliorer notre rapport à la nature. Le troisième, c'est encourager une éco-société active. Par conséquent, ou en tout cas par décliner autour de ces axes-là des actions concrètes dont abandonner, délaisser l'indice du PIB pour un indice de qualité de vie, réduire le temps de travail, adopter un revenu universel de citoyenneté dématérialisée, adopter une charte des droits de la nature, multiplier les espaces de partage et de participation pour favoriser l'économie du troc et l'entraide, adopter une politique de sobriété qui vise à décélérer, à se départir du superflu, à décentraliser nos pratiques de consommation et à démarchandiser nos vies, interdire l'obsolescence programmée, augmenter la durée de vie moyenne des produits de consommation et offrir des congés payés pour permettre aux citoyens de s'engager socialement. Quand j'ai lu ça, j'ai vu les discussions que j'ai depuis quelques années avec mes étudiants dans mes classes. Ils sont extrêmement représentatifs dans ce qu'ils présentent là, de l'ébullition que je sens, moi, quand j'enseigne de plus en plus. Sans surprise, le rapport a été rejeté, évidemment, par le gouvernement du Québec. Aucune des propositions du groupe de travail jeunesse n'a été adoptée. Mais pour moi, c'est partie remise. Ces idées sont selon moi vouées à un bel avenir, si et seulement si il y a des conditions qui sont réunies. La première condition, c'est qu'il faut que les jeunes innovateurs persévèrent et ne se découragent pas. Il faut, deuxièmement, que les porteurs de ces idées acceptent, ça c'est important, ça, acceptent d'en débattre, y compris avec ceux et celles qui ne partagent pas leur opinion. Il faut aussi que les innovateurs et ceux et celles qui les soutiennent investissent les lieux de délibération et de décision. Et je soumets que ceux et celles qui partagent ces idées-là prennent le beau risque de réinvestir les lieux de pouvoir et le système politique, pas le système politique qu'ils voudraient voir, en démocratie participative, démocratie directe, système proportionnel, mais celui qui existe dans la réalité avec toute sa complexité, ses compromis et parfois sa grande laideur. J'aimerais terminer en disant que le Québec est un endroit qui est particulièrement bien conçu pour accepter des idées radicales, dont celles qui sont proposées par le groupe de travail jeunesse. Toute la clé de mon propos, c'est qu'il n'y a pas d'innovation sociale dans aucune société s'il n'y a pas de dialogue social. S'il n'y a pas d'interaction entre les différents segments de la société, les idées nouvelles vont demeurer cantonnées dans des petits silos étanches de personnes et d'organisations qui pensent toutes de la même façon et qui diabolisent les idées des autres. On oublie trop rapidement que le Québec est une gigantesque toile de concertation dans tous les domaines, à tous les niveaux décisionnels, des comités paritaires, travailleurs-employeurs, des organismes de bassin versant, des tables de concertation par centaines à travers le Québec. Et par leur médiation, différents intérêts et points de vue peuvent converger, s'exprimer, s'écouter et développer des solutions communes à des problèmes communs. Je soumets que cette grande structure de concertation fait partie du code génétique des Québécois. En environnement, et là je ferai sourire peut-être mes collègues Pierre-Olivier et Annie, on a développé au cours des 10 dernières années des grandes alliances de genres d'affaires, d'universitaires, de groupes environnementaux et sociaux, des syndicats, des financiers, des alliances auxquelles vous, Pierre-Olivier et Annie, vous faites partie. Je pense à Transit au niveau des transports collectifs, je pense à Ariane au niveau de l'aménagement du territoire, je pense à Switch, l'Alliance pour une économie verte au Québec. Sans Switch, je pense qu'il y aurait eu polarisation
au Québec entre environnement et économie. Et la dernière en date s'appelle le G15+, qui a été mis sur pied dans le contexte de la pandémie. Je ne connais pas d'autres endroits en Amérique du Nord qui auraient pu, en si peu de temps, réunir 15 dirigeants d'entreprises en passant par la Fédération des chambres de commerce du Québec, le Conseil du patronat, le chantier de l'économie sociale, les groupes environnementaux, les syndicats des financiers, Annie Chaloux, autour de l'idée qu'au Québec, on doit sortir de la crise de la pandémie plus vert, plus solidaire, plus prospère. Et ça démontre la qualité du débat public qu'on a au Québec. Au Québec, on n'a jamais eu de polarisation politique sur les enjeux de changement climatique. Jamais. C'est ce que reflètent aussi les sondages. Depuis 15 ans maintenant, quand on pose la question aux Québécois, aux Québécoises, on obtient des 85-90%. Est-ce que les changements climatiques existent? Oui. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Est-ce que c'est une crise? Oui. On ne se tape pas la polarisation que l'on voit à travers le monde et surtout pas aux États-Unis où je suis présentement. Et là, je veux faire un clin d'œil en terminant à Gérard Bouchard, mais on se cherche des nouveaux éléments dans notre imaginaire collectif. Si on se cherche des éléments pour s'inscrire dans la poursuite de notre expérience comme Québécois, je crois vraiment que la mobilisation de la société québécoise depuis 15 ans en changement climatique est un référent culturel aussi important que celui de la Révolution tranquille. On ne s'est juste pas rendu compte de ça parce qu'on vit en plein dedans. Qu'est-ce que je retiens de tout ça? Je retiens que l'enjeu pour moi dans le contexte des changements climatiques, c'est d'adopter des innovations radicales qui le méritent le plus rapidement possible. Ceci va nous demander, comme individus, mais comme institution aussi, une posture d'ouverture à la nouveauté, à l'innovation et au changement, et aussi de résister aux forces qui nous divisent, parce qu'elles existent, ces forces qui nous divisent, en réitérant notre engagement envers le dialogue et la recherche de terrains d'entente, ce qui fait, et je termine là-dessus, je crois, partie de ce qu'on est comme société québécoise. Alors, je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Merci, M. Séguin. J'ai des questions du public. Ça peut être adressé à M. Pinault, Mme Chaloux ou M. Séguin. Alors, la première, c'est dans quelle mesure la nécessité est-elle un moteur de changement? Alors, qui veut prendre… C'est une belle question. Moi, je peux dire quelques mots. Je pense que ça l'a été pendant longtemps, mais on vit dans une société où on n'a plus de nécessité immédiate. On mange, on a trop à manger, on a trop d'options, donc on ne sent pas la nécessité. C'est-à-dire que la nécessité pour les générations futures, ou la nécessité pour notre survie à court terme n'est absolument et complètement absente de notre quotidien. Et donc, on ne sent plus cette nécessité. C'est une analyse très personnelle, là, et je n'ai pas fait des longues études là-dessus, mais je dirais que la nécessité de changer est là, mais on ne la sent pas. Et en fait, la dématérialisation de notre vie fait en sorte qu'on ne sent plus la nécessité matérielle, on est déconnecté de nos besoins. Et ce qui explique en grande partie le fait qu'on n'agisse pas, c'est qu'on ne sent pas, malgré les catastrophes qui, à l'occasion, affectent une partie du territoire, des inondations, des feux de forêt, c'est très temporaire. Et là, on agit vite, mais c'est très vite, on retourne trop vite à la normale. Donc, on ne sent pas cette nécessité d'agir, et c'est ça qui explique notre inaction, je crois. J'en ai une autre bonne pour vous, messieurs, dames. La surpopulation humaine mondiale serait-elle notre plus important problème philosophique à l'encontre des changements climatiques? Et comment une idée radicale sur cette surpopulation humaine mondiale pourrait être pensée ou rédigée? Je peux me permettre de commencer, puis je laisserai mes collègues continuer là, par la suite. Il y a toujours un danger quand on rentre dans cette logique de surpopulation mondiale. Est-ce qu'on parle de surpopulation en tant que telle ou si on parle de surpopulation en ayant à l'esprit un développement comme nous, on l'est. Si on était en fait 8 milliards de Québécois sur la planète, on aurait besoin de beaucoup plus de planètes que si on est 8 milliards de gens qui émettent très peu de gaz à effet de serre et qui sont à un niveau de développement qui est beaucoup moindre. Fait qu'il y a toujours cette dynamique-là à tenir en compte et effectivement, plus on est de population à l'échelle mondiale, plus ça pose des problèmes, mais
plus on est de populations qui souhaitent vivre dans un état de bien-être et de confort, tel que vécu par les pays occidentaux notamment. Donc, je pense que cet élément-là, il faut toujours être prudent quand on l'apporte et qu'il faut, d'où l'idée de reconnaître là où on vit dans l'excès et là où on doit faire ces transformations-là, telles qui avaient été évoquées là, par les collègues, et qu'il faut donc avoir une approche qui tient compte de l'équité entre qui émet quoi, parce qu'on est encore très, très, très loin du compte. Hein. Si on veut atteindre nos objectifs, il faut se rappeler que, par exemple, il faudrait émettre 2 tonnes par habitant à l'échelle mondiale. Le Québec se targue d'être le meilleur, est à 9,8. Donc, il faut faire beaucoup plus et vraiment revoir notre conception de manière beaucoup plus importante avant d'oser, je pense, adresser le problème, si je prends l'anglicisme, mais envers, par exemple, une surpopulation qui est donc plus extérieure à nous. OK, merci. Ben, j'en ai une autre, peut-être quelqu'un pourrait répondre. Premièrement, on vous remercie beaucoup pour cette belle conférence, très bénéfique. La question est la suivante. Que devrons-nous faire pour minimiser l'utilisation de gaz à effet de serre et quel est le plan d'adaptation à appliquer au Québec dans ce contexte? Ben, c'est un peu les propos que vous avez dit. Là. Moi, je dirais simplement, ce qu'on peut faire, c'est au niveau des transports, tous véhicules motorisés, il faut les éviter, il faut aller vers des plus petits véhicules. Si vous devez avoir un véhicule, utilisez un petit véhicule. Si vous avez déjà un véhicule, conduisez moins agressivement. Faites du covoiturage, utilisez des transports en commun. Au niveau de l'alimentation, réduisez les protéines animales. Ça, c'est la plus grande contribution au niveau de l'alimentation. Et après, il y a des changements plus structurels au niveau des bâtiments, habiter dans des plus petits logements. Et au niveau de la consommation au quotidien, réutiliser, réduire, ne pas acheter neuf, donner, acheter usagé, redonner aux autres, minimiser ses déchets. C'est les éléments à faire là. Donc prêter, emprunter, ça fait partie des solutions qui sont directement à notre portée. Et après, il faut militer pour que ces solutions-là deviennent la norme et non pas un effort et l'exception. Donc on peut le faire aujourd'hui et il faut militer de façon politique et sociale pour que ça devienne des normes et qu'on n'ait plus à se poser la question. Et c'est ce que je fais parce que c'est naturel de le faire. J'ai une autre petite question ici. Alors, quelqu'un dit, Jean Rostand aurait dit, dans toute situation à un problème, il y a le germe du futur problème à résoudre. Comment sortir de cette circularité? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire, il a raison, Rostand, quand il dit ça. Les solutions qu'on peut déployer vont nécessairement amener d'autres problèmes à régler. Mais pour moi, ce n'est pas une déclaration que tout est perdu et qu'il ne faut rien faire. C'est simplement qu'il faut prendre des problèmes au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Là, on a un problème majeur qui est celui des changements climatiques. La solution est quand même assez claire. Il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre de façon drastique et on gérera les problèmes après quand il y en aura. Mais pour l'instant, c'est ça, le péril, il est là. Je me permettrais peut-être juste d'ajouter quelque chose sur ce qu'Hugo vient de dire. Rappelez-vous, au début de la pandémie, puis j'étais dans les optimistes qui voyaient donc l'avènement du télétravail comme étant l'aspect très, très, très positif. Et il y a eu un effet pervers quasiment immédiat dans cet accès-là au télétravail. C'est-à-dire que de manière, quand on regarde ce problème-là, bien, oui, effectivement, ça pourrait permettre de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre en jouant sur un des créneaux que Pierre-Olivier évoquait tout à l'heure, qui était éviter le déplacement au départ. Donc, on travaille de la maison, ça nous permet donc d'éviter des émissions associées à ça. L'effet pervers qui a été direct, qui a été observé, c'est l'accélération de l'achat des maisons dans les banlieues. Le Sherbrooke est devenu une banlieue de Montréal. Il y a eu une augmentation drastique du coût des ménages. Et les gens se sont forcés à habiter ailleurs. Donc, et c'est là où je pense qu'il faut être très prudent. C'est la notion et ça revient un peu au propos qu'Hugo évoque, c'est qu'il faut être conscient que ce n'est pas parce qu'on évite quelques centaines de grammes en changeant un comportement que ça justifie, par exemple, notre vol en avion pour partir par la suite à l'étranger. Le fait qu'on n'a plus de voiture, mais qu'on se permet d'avoir une maison beaucoup plus grande avec plein de choses. Et il faut être conscient de comment on fait pour diminuer
à l'échelle globale sur l'ensemble des grands secteurs et pas simplement justifier l'arrêt d'un comportement par l'avènement d'un autre comportement. Donc, c'est très difficile à faire, c'est pas simple, puis on peut pas attendre d'être parfait avant de dire qu'est-ce qu'il faut faire, évidemment, mais je pense qu'il faut avoir ce souci-là quand même de ne pas éviter simplement de déplacer le problème quand on peut, puis quand on connaît les conséquences. Quand on ne connaît pas, évidemment, on ne peut pas s'arrêter d'agir, mais même quand on le sait, bien, je pense qu'il faut être très prudent dans notre approche par rapport à ça. Et une autre question, on a encore le temps pour quelques questions. Comment faire pour changer les camions pour les trains? Il y a un facteur de 10 sur la production de CO2. Alors, je me permets d'aller là-dedans parce que je mentionnais ça dans une de mes diapositives. C'est essentiel. Et d'ailleurs, jusqu'à un certain point, c'est un retour en arrière. La grande innovation, c'est de revenir au mode de transport du passé. Le Canada, le Québec, c'est largement bâti sur les trains. On pouvait aller dans les Laurentides en train à une époque, faire du ski. Et aujourd'hui, on a délaissé ces modes de transport durables pour des modes de transport éphémères. Et donc, qu'est-ce que ça prend pour retourner vers le train? Ça demande une vision politique. Pour justement développer un réseau ferroviaire qui permettra d'habiter le Québec et de se déplacer au Québec de manière durable, avec une faible empreinte physique, parce qu'une voie ferrée a une empreinte physique bien moindre que l'autoroute. Ça coûte moins cher. Quand on regarde tous les coûts, le coût moyen du transport ferroviaire, il est moins élevé que le transport par véhicule privé. Et évidemment, il est beaucoup moins énergivore. Donc, tout est aligné. Ce n'est pas une question de développement technologique. L'innovation ici, c'est vraiment une innovation politique, sociale, commerciale. La mettre en place, il y a eu de la privatisation des trains au Canada. Donc, évidemment, ça a délaissé, le gouvernement s'est désimpliqué de ce secteur-là. Les compagnies, le CP et le CN qui ont racheté ça, n'ont pas de vision à long terme. Ce sont des compagnies qui sont focusées sur leurs opérations à court terme. Et elles optimisent des opérations et c'est extrêmement malheureux et déplorable parce qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles ont une des clés pour un pays carboneutre en 2050, c'est le transport ferroviaire. Au lieu de militer, de faire leur propre lobby pour développer leur secteur et leur compagnie, elles s'enferment dans une vision court-termiste d'opération. Donc, c'est très difficile dans le système politique actuel où on a le gouvernement, ça relève du niveau fédéral, le provincial ne veut pas le faire. Une lueur d'espoir, la CAQ, au début de son mandat en 2019, avait évoqué le fait qu'elle ferait une stratégie ferroviaire pour le Québec. Et elle ne l'a pas faite, mais l'Union des municipalités québécoises avait applaudi ça et le monsieur Bonnardel avait promis une stratégie ferroviaire. Donc, on rentre en campagne électorale, rappelez à tous vos députés, tous les candidats qu'une stratégie ferroviaire pour le Québec est nécessaire et que la CAQ elle-même en parlait. Et donc, peut-être que ça peut nous donner un peu d'espoir à ce niveau-là. J'ai des personnes qui me demandent d'avoir votre présentation, M. Pinault. Est-ce que vous me permettez de oui, elle peut être partagée à tous. Oui. Sur la page. Alors, je dis à tous nos invités, elle sera disponible sur la page de leadership et responsabilité citoyenne que je vais mettre tout de suite dans le chat et elle sera disponible dans pas longtemps. Je n'ai plus de questions. Est-ce que M. Bouchard, M. Paquin… Oui, moi, je voudrais faire une remarque. C'est comme je suis très connaissant en climat, je ne pose pas de questions, je ne donne que des réponses. Non, c'est… en fait, je pense que je pourrais relever un peu le moral là, des spécialistes du climat et de ceux qui vous écoutent. C'est que moi, je travaille sur les mythes. Ce que j'entends par le mythe, il faut le préciser, ce n'est pas un discours mensonger, c'est plutôt, ça désigne une valeur, c'est le sens traditionnel du mythe, et pas n'importe quelle valeur. Une valeur qui est devenue tellement importante qu'on peut la considérer comme transcendante et même sacralisée. Ça veut dire qu'elle arrive à un point où on ne peut même plus la contester, sinon on va subir des sanctions. Alors, prenez l'exemple de l'égalité raciale aux États-Unis, c'est un excellent exemple. Aussitôt que quelqu'un fait une mauvaise blague là-dessus, si c'est un homme ou une personne publique, c'est effrayant les sanctions qui lui tombent dessus. Ce que je veux dire, c'est que, prenons l'exemple de l'égalité homme-femme, qui est devenu dans nos sociétés un vrai mythe au sens où je l'entends. Parce que si quelqu'un se met à déclarer en public que ce n'est pas une bonne idée, bonne chance. Hein? Eh bien, il a fallu presque un siècle, ici au Québec et ailleurs en Amérique du Nord, pour faire de cette idée un mythe, pour la mythifier.
pour la rendre transcendante au sens que je donne au mythe. Alors, dans votre métier, il me semble que les choses vont quand même pas si mal de ce point de vue-là, parce que ça fait quoi, 50 ans qu'on parle d'écologie ici au Québec, puis encore, on pourrait dire, disons, depuis les années 80, de façon intense. Mais vous êtes déjà rendu là. Quelqu'un qui déclarerait aujourd'hui, un homme politique, un journaliste ou un intellectuel, qu'il n'y a pas de crise climatique, que tout ça, c'est des lubies qu'entretiennent des professeurs bien payés, il se ferait assassiner. Hein, il passerait pour un dinosaure. La preuve que c'est vraiment maintenant une valeur qui est mythifiée. Alors, ça a quand même progressé très rapidement. Puis à partir de là, il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles. Alors, moi, je trouve ça très important. Et c'est vous qui m'avez inspiré cette remarque, Monsieur Seguin. Hein? Je vois 3 images, là. Je suis la bonne? Bien. Merci. Je remercie beaucoup nos invités. Je vous invite à vous joindre à nous après une pause bien méritée de 15 minutes. Les étudiants vont, je vous ai déjà envoyé le lien. Si ce n'est pas fait, je vais le faire tout de suite. Vous pouvez vous joindre à nous après la pause. Les étudiants vont vous rejoindre dans la salle Zoom de la classe. Alors, un mot de la fin, Stéphane ou M. Bouchard? Vas-y, Stéphane. Oui, pour évidemment vous remercier de votre présentation. Je pense qu'effectivement, Pierre-Olivier l'a dit avec justesse, les élections s'en viennent au Québec, puis au fédéral, on a un gouvernement minoritaire, ce qui fait que les élections sont toujours imminentes. Alors, c'est le temps de communiquer avec vos députés, leur écrire des lettres ouvertes, leur démontrer que l'enjeu est vivant et important, de telle façon à réaliser un peu ce que Hugo Séguin disait dans sa présentation, là, de nourrir l'espace public de telle façon à faire évoluer le débat. Là. Alors, espérons que certains nœuds pourront être débloqués d'ici la rentrée. Alors, merci beaucoup de votre présentation, puis on se revoit. Là. C'est à quelle heure, Anan? À 40 minutes? Ouais. En 15 minutes, oui. Anan, je voudrais ajouter un mot. Oui, moi, je ne peux pas dire que j'ai vu des idées radicales dans ce que j'ai entendu. J'ai vu des défis considérables, cependant, et des responsabilités très importantes que nos sociétés doivent prendre. Mais radical, en général, c'est des idées qui font peur. Là, ce n'est pas vraiment ça que vous avez fait. Vous nous avez rendu conscients des responsabilités que nous devons prendre. C'est que vous n'avez pas un F-150, M. Bouchard. Mais... Comment dites-vous? Vous n'avez pas un pick-up F-150 à votre disposition. Mais si vous en aviez un, ça serait plus radical. Non, moi, j'ai un gros camion à 14 roues, là. Oui, au Saguenay, c'est utile. Bon, on se voit dans 15 minutes. Merci tout le monde. Merci à tout le monde d'être venu. À bientôt. Merci. Au revoir.